Cette exposition qui s'intitule donc Émine 18, occupation artistique d'un fort, c'est un véritable défi. C'est que les concepteurs de l'exposition, Jean-Michel François et Isabelle Delangrée, ont réussi quelque chose d'assez incroyable, c'est de réunir trois artistes qui ont des philosophies différentes, qui ont des approches totalement différentes de l'art, mais en dépit de l'incroyable diversité de leurs approches, eh bien, ils ont été réunis pour montrer ce qu'ils ont de semblable. Chez chacun d'entre eux, différemment, une mise en exergue poétique, voire même peut-être philosophique de la mémoire. Alors, quand on entre à l'intérieur de ce fort, on éprouve quelque chose. Ce fort est un triangle, on ne s'en doute pas. Si vous en faites le tour, oui. Du dessus, peut-être, mais à pied, on ne le voit pas. Et pourtant, ce triangle n'arrête pas de vous faire tourner en rond. Les couloirs sont interminables, les embranchements sont labyrinthiques, c'est une termitière froide, humide, inhospitalière, et pourtant, il se passe quelque chose. Il n'y a rien à faire, mais les ténèbres envahissantes du lieu sont absolument fascinantes. Or, ce qui est bien chez chacun de ces artistes, c'est qu'ils nous font vivre une expérience. Quand je vois une photo de Georges Rousse, je ne fais pas que voir une photo. Comme elles sont basées sur un procédé anamorphique, j'entre à l'intérieur pour mieux voir le monde, pour le goûter autrement. Ce sont les mathématiques qui m'ont aidé, les artilleurs, puisque c'était eux les occupants de ce fort. Les artilleurs sont en général bons mathématiciens et du coup j'ai commencé à imaginer des formes géométriques. Ici j'ai pris des formes géométriques simples, le carré, le cercle et le triangle, qui sont là dessinés et qui évoquent les mathématiques, spécialité des artilleurs. Alors quand on est à l'extérieur et qu'on voit cette chose étrange, cette installation de Georges Rousse, si on ne connaît pas l'artiste, on se dit qui est-il? Est-ce que c'est un architecte? Est-ce que c'est un dessinateur? Est-ce que c'est un peintre? Est-ce que c'est un photographe? Et puis on se rend compte qu'effectivement la photographie réunit le tout et que c'est une espèce d'œuvre totale dans le fond, la photographie de Georges Rousse. Et puis à une certaine distance, on se dit que cette installation fonctionne comme une espèce de cible. J'ai tout de suite été attiré par la forme arrondie de l'entrée du fort et j'ai imaginé comme une sorte de cible qui serait visible à partir d'un point du chemin et cette cible serait vide au centre, elle serait circulaire avec un trou dans le centre de façon à cibler l'entrée du fort des Mines. Il y a une œuvre qui m'a beaucoup touché de Georges Rousse qui est placée dans un couloir en boyau et qui est une ombre d'un soldat de 14-18 tenant un fusil, ombre allongée parce que tout est basé sur le système anamorphique. Cette ombre, elle est habitée par un texte, vous y verrez des mots. Et ce texte, c'est le carnet d'un soldat qui a, enfin c'est basé sur le carnet d'un soldat qui a vécu les bombardements dramatiques de 14, le brigadier Michaud. Donc ce texte habitant cette ombre qui se démultiplie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je vois une architecture imaginaire de Renato Nicolodi, de un, je peux entrer à l'intérieur, et quand j'entre à l'intérieur, j'y vis une expérience. Peut-être claustrophobique, peut-être mémorielle ou autre, je vis quelque chose. J'ai une sculpture Speculatio qui a une possibilité de rentrer dedans. Donc on rentre dans une pièce, dans une sorte de cellule très petite, assez claustrophobique. Donc une fois qu'on rentre et on ferme la porte derrière soi, il y a une ouverture où on peut regarder en dehors de la sculpture. Donc c'est vraiment la manière de regarder les choses d'une autre perspective. Je montre aussi une deuxième œuvre, Scrinium. C'est une sorte de monument, aussi avec deux marches où on peut monter dessus. Et donc une fois qu'on est monté dessus, on est en face d'une pièce assez petite, une sorte de petite architecture où il y a une ouverture. Une fois qu'on regarde dedans, c'est un espace obscur, c'est un trou noir. Donc
on n'a pas de visibilité. Et donc pour moi, c'est une sorte d'invitation aussi de la réflexion. Ça fait place à la sacralité parce que l'architecture que j'utilise, c'est une architecture qui réfère à beaucoup de cultures. Ces pièces de Renato Nicolodi qui nous interpellent parce que ce sont des architectures de l'imaginaire. Et en tant qu'architecture de l'imaginaire, elles convoquent plein de choses. D'ailleurs, les traces, elles sont là, vous les voyez. Hein. Elles restent sur la chair des murs d'une certaine façon. Et la locution latine que vous avez là, et qui est due à Renato Nicolodi, juste au-dessus de vous, eh bien, vous dit que tout a une mémoire, et d'une certaine façon que tout est mémoire. Chaque chose a sa mémoire. Une feuille qui tombe d'un arbre a la mémoire de l'arbre, la pierre a la mémoire d'un rocher. Donc je crois que c'est quelque chose qui est dans ce lieu, dans ce fort ici, qu'on ressent très vivement. Donc on voit que chaque détail a une histoire. Quand je vois un dessin, une installation ou une photo de Juan Paparella, eh bien cette esthétique des cendres, de la fumée, du feu, de la perte, de l'oubli me fait vivre quelque chose. Et puis on rentre là, à gauche, et on marche sur un texte. Et elle consiste à inscrire les textes, le journal du soldat Michaud sur du papier par terre. Et c'est une encre qui s'efface avec l'eau et avec le passage des gens. Et là, je trouve ça très poétique parce que dans le fond, c'est marcher sur les mots, MOTS, pour mieux soigner les mots, MAUX. Vous marchez sur les mots, vous les faites disparaître. Il y a donc un jeu de frustration, puisque vous êtes en train de faire disparaître ce que vous voulez lire. C'est toute la mémoire et ce jeu de la mémoire ambivalent, le fait que je veux garder des choses et pourtant ces choses s'évanouissent et se perdent dans une espèce de continuum assez étonnant. C'est l'idée de la mémoire, de la fragilité. Et plus on veut avancer, plus il y a comme oui, il y a cette mémoire qui est présente mais qui est absente en même temps. Et puis on rentre dans les boyaux de ce fort, comme je vous le disais tout à l'heure, ces pièces interminables sans fenêtre. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des photos avec des papillons. Alors ça c'est intéressant, on parlait de la mémoire. La mémoire du papillon, est-ce que le papillon peut avoir une mémoire? Lui qui vit intégralement dans l'éphémère de l'instant, a-t-il une mémoire? Est-il possible d'avoir une mémoire pour un papillon? Alors s'il en a une, c'est l'éphémère de l'instant. Et l'éphémère d'un instant peut durer peut-être toute une éternité. Ce principe du papillon, ce n'est pas seulement l'idée de la fragilité, c'est l'idée de la transformation. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la transformation des choses. Et nous, on rentre dans cet amalgame des choses qu'on transforme, ou en tout cas qui sont transformées à travers le temps qui passe. Et l'idée du feu, de la fumée, parce que je dessine aussi avec de la fumée, c'est de garder ce principe de quelque chose qui est en constant mouvement et en constante transformation. Ces photos, ce sont des photos d'ombre, c'est aussi des photos de cendres. Il y a un face-à-face entre deux êtres, un homme, une femme. C'est des corps qui sont nus dans un espace et ils jettent en l'air une poudre qui, par le fait de prendre la photo, cette poudre devient blanche et elle brûle l'image. Donc c'est ce principe de brûlure qui est relié à l'histoire du fort et qui sera relié aussi à l'histoire des images que je suis en train de réaliser pour ici. Les trois propositions, différentes et semblables dans cette fascination pour la mémoire, nous font vivre plus intensément l'expérience métaphysique d'être dans un lieu à part, un lieu étonnant et qui peut vous laisser des traces d'ailleurs. Chacun à leur côté, chacun avec leur sensibilité, leur façon de voir, de goûter et de sentir l'art nous conduisent à vivre plus intensément ce lieu de douleur, de mémoire, d'abandon, de ruine. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la ruine, si ce n'est la plus belle des réflexions sur la vacuité des ambitions humaines ou de la bêtise humaine?